Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai l'impression qu'il faut que je les invite à participer un par un. Non, c'est bon, tout le monde m'entend? Super, c'est parfait. On va attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde soit bien connecté. Super. Et on va pouvoir par la suite commencer par la présentation et démarrer. Non, je vois que tout le monde réagit, c'est parfait. Eh bien, on va commencer. Alors, bonjour. Moi, c'est Florence Raffino. Je suis Partnership Manager chez Defense. Je vous remercie d'être présent ce matin pour ce webinaire avec nous. Il va être question ici de comment appréhender le passage à l'échelle d'un CERT. Donc, en compagnie de Tristan Pinceau et de François Courbigat. Je me permets de préciser ici qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation, un temps de questions-réponses d'environ 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, là-bas, comme vous le faites actuellement, pour poser vos questions. Voilà, je vous remercie et je vous laisse maintenant entre les mains de François et Tristan. Bonjour à tous. Donc, je suis François Courbigat, le CEO et cofondateur de Defense. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Tristan. Merci Florence, merci François. Donc je suis Tristan Pinceau, manager du CERT Sea-Watch d'Allemande, et ça fait une douzaine d'années que je me réveille tous les matins pour combattre les cybercriminels à vos côtés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des problématiques qu'on a dans le passage à l'échelle du CERT. Donc bon, très rapidement, hein, l'idée c'est de pouvoir lister un petit peu les différentes difficultés qu'on a au travers de la croissance des besoins en cybersécurité liés à la hausse de la cybercriminalité et comment on essaye de résoudre ces difficultés et quelles solutions on met en œuvre, notamment au travers de Defense. Alors, pour se présenter, Allemande, le groupe Allemande, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc, ça contient les sociétés Allemande, Amosis, Board of Cyber et TrustHQ. On est globalement présent dans toute la France. On a plusieurs agences, hein, Paris, Nantes, Lyon, Strasbourg, Rennes. Et on essaye d'être présent de plus en plus à l'international avec Montréal, Séoul, Singapour qui n'apparaît pas sur les slides. Et on a un bureau à Genève. Aujourd'hui, c'est à peu près 450 collaborateurs. On est un pure player, donc on adresse tous les sujets de la cyber, donc de l'audit, du conseil, accompagnement. On a une équipe de pentest, un SOC, on fait de l'intégration, du cloud, du service manager, de la formation. On a même un centre d'évaluation CESTI. Bref, on fait un peu tout en cybersécurité. Et du coup, donc parmi ces 450 collaborateurs, on en a une cinquantaine qui composent le Sea-Watch. Alors Sea-Watch, c'est quoi? Donc c'est globalement l'équipe Blue Team. Donc ça contient les équipes SOC, CERT et CTI. Et donc je suis l'un des managers de cette équipe et au sein de cette équipe, donc le CERT, c'est aujourd'hui 11 personnes dédiées aux activités de gestion de crise et d'analyse forensique. Donc le CERT, il a été créé en 2016. Et puis donc on est devenu officiellement un CERT en 2018. On a intégré l'association InterCERT France en 2020. Donc c'est une association loi 1901 qui tend à rassembler les différents CERT au sein d'une même place pour pouvoir échanger, collaborer et partager de manière plus fluide. Donc on essaye d'être très actif au sein de l'association. On participe à tous les groupes de travail, etc. Et puis en 2002, on est devenu donc le premier PFI français. Donc PFI, c'est Forensic Investigator sur les environnements carte bancaire. Et on prévoit de passer la certification PRIS, donc le label ANSI pour les prestataires de réponse aux incidents l'année prochaine. Donc en 2021, on n'était encore que 2 personnes dédiées à ces activités-là. C'était plutôt du débordement sur les activités de SOC. Et aujourd'hui, on est 11 personnes dédiées.
On a fait à peu près 80 interventions l'année dernière, 140 entre 2022 et 2023, pour montrer un petit peu la hausse de l'activité. Et puis évidemment, on ne réinvente pas la roue, hein, on travaille sur des référentiels que vous connaissez certainement, donc ISO 27035 pour la gestion d'incidents, 27037 pour la gestion de preuves, etc. Voilà. Donc globalement, on est un CERT externe, donc un CERT MSSP, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, si je vous montre le cycle de vie d'un incident du point de vue du sens, pour décrire un petit peu les limites de responsabilité de notre CERT, finalement, on va arriver après la primo-détection. C'est-à-dire que lorsqu'on nous appelle, lorsqu'on est déclenché, c'est parce que quelqu'un nous a appelé et que les symptômes sont déjà observés. Typiquement, le ransomware a été déclenché, on n'accède plus à rien, et à ce moment-là, on va nous appeler nous. Donc nous, on ne fait pas la primo-détection finalement. Alors ça peut être le SOC Allemande qui le fait, mais pour les autres clients, on ne la fait pas. Et ensuite, donc à ce moment-là, on va faire le travail de sapeur-pompier. Donc on va sécuriser la zone de crime, protéger ce qui reste à protéger du SI. Et puis ensuite, on va faire la partie plutôt médecin légiste, donc récupérer les petites preuves sur la scène de crime et les envoyer au laboratoire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et généralement, donc on va s'estomper à la sortie de crise, on va sortir petit à petit du dispositif pour laisser la victime gérer la fin de la crise elle-même. Voilà. Donc ça, c'est pour resituer un petit peu ce qu'on fait et comment on le fait. Donc évidemment, aujourd'hui, hein, c'est la problématique qui nous rassemble, c'est la hausse de la cybercriminalité et de facto la hausse des besoins de sécurité associés. Donc quelques petits chiffres, hein. Aujourd'hui, le ransomware, c'est 20 tentatives d'attaque par seconde, hein. C'était 623 millions de tentatives en 2021. Donc ça paraît énorme, et pourtant le ransomware, c'est que 20% du cybercrime mondial. Évidemment, le phishing est toujours numéro 1 dans les menaces, et on voit que les fuites de données coûtent de plus en plus cher. Alors sur la droite, je vous ai mis deux petits graphes avec une échelle logarithmique, sinon l'exponentielle, on ne voyait pas grand-chose, c'était pas lisible. L'idée, c'est de vous montrer à quelle vitesse ça évolue. Donc en haut, on a le nombre de variants de malware qui est détecté chaque année. Donc avec le premier malware, le premier ransomware, le Trojan Heads en 1989, et puis aujourd'hui où on est à des millions et des millions chaque année. Et en dessous, donc c'est le montant de la rançon, où on était à des rançons de l'ordre de $40 il y a encore 15 ans, pour atteindre aujourd'hui des montants à plus de 240 millions de dollars. Donc évidemment, avec tout ça, vous l'avez compris, hein, qui dit croissance du cybercrime dit croissance des besoins en cybersécurité. Et donc ça nous amène aux problématiques d'aujourd'hui. Il faut qu'on puisse répondre au plus grand nombre, et il faut qu'on puisse faire ça vite, faire ça bien, et que ça coûte pas trop cher aux victimes, puisqu'évidemment, si si on avait un service qui coûtait plus cher que la rançon, ça n'aurait pas trop de sens. Donc évidemment, les priorités, c'est de réduire les temps d'arrêt de la production, puisque ça coûte énormément cher à l'entreprise victime. Donc il faut aller au plus vite, analyser le plus rapidement possible, et pouvoir donner les bonnes recommandations dans le contexte de la victime. Alors aujourd'hui, on a une quantité de données qui ne fait que croître avec le temps, hein. On a les données qui explosent. On a les périmètres DSI qui ne font que grossir, et puis on a aussi les technologies qui se diversifient. On a l'avènement du cloud en ce moment, on a du SaaS, du PaaS, du IaaS, on a de plus en plus ça devient vraiment une nébuleuse, hein, même côté développement, avec tout un tas de frameworks et de dépendances. Finalement, on ne fait qu'augmenter la taille des SI et de facto la taille des données à collecter et à analyser. Et donc si on veut garantir un travail de qualité, alors on ne peut pas être exhaustif, mais il faut quand même qu'on puisse garantir lors d'une intervention, lors d'une réponse à incident, qu'on a bien fait le travail, qu'on a bien identifié les mécanismes de persistance de l'attaquant, les petites bombes à retardement qu'il aurait pu laisser, pour éviter la deuxième vague, hein, le deuxième effet qui se coule. Donc évidemment, ça, si on le fait à la mano, ça ne passe pas à l'échelle. Il y a un moment, ça coince, on est confronté à des problèmes.
Et donc, je vais vous lister un petit peu les problèmes qu'on a ici. Donc si on veut être good and fast, on va avoir besoin de profils expérimentés. Et aujourd'hui, les seniors déjà c'est pas cheap, ça coûte. Et en plus, dans la cybersécurité, je pense que certains d'entre vous le savent très bien, mais on subit ce qu'on appelle le skills shortage. Donc en gros, c'est vraiment le manque de profils sur le marché, c'est-à-dire que la demande est supérieure à l'offre. Donc aujourd'hui, alors on dit certis sexy, certis the new pen test. C'est bien, on a plein de candidats, hein. Par contre, ils ne sont pas tous au niveau, clairement pas. On a pas mal de surévaluation des compétences, notamment chez les jeunes, qui pensent pouvoir faire de la réponse à incident avec assez peu d'efforts. Et donc, on a vraiment cette difficulté à recruter des profils expérimentés. Et au-delà de ça, donc même si on trouve des pépites techniques, on va avoir une deuxième problématique qui va être les soft skills. Quand on parle de DFIR, donc Digital Forensic and Incident Response, on a la partie technique qui est le Digital Forensic, donc la partie vraiment expertise technique de la compréhension des systèmes et des réseaux, mais on a la partie Incident Response. Et dans cette partie-là, il va falloir trouver des personnes compétentes dans la gestion du stress. Il va falloir savoir gérer la panique de la crise. Nous, ça nous arrive régulièrement d'avoir des personnes en pleurs parce qu'elles sont en train de perdre l'entreprise familiale qui est créée il y a 40 ans. On a des personnes qui tombent dans la paranoïa. On a des personnes qui s'énervent. Donc, il faut aussi gérer les conflits, gérer cette pression. Et puis on a aussi donc une activité qui est en dents de scie. Typiquement, on peut avoir 3 incidents qui vont tomber vendredi soir à 17h et puis après ces incidents-là, plus rien pendant 2-3 semaines. Donc c'est très difficile de planifier, on ne sait pas ce qu'on va faire le lundi et il va falloir aussi apprendre à jongler entre les cases. Donc il va falloir aussi montrer une plasticité du cerveau et pouvoir s'adapter rapidement, pour pouvoir ne pas faire de bêtises. Et puis derrière, évidemment, savoir rédiger un rapport, synthétiser, vulgariser le plus possible. Ça nous arrive de faire des réponses à incidents pour des gens dont le métier c'est de faire du chocolat ou de créer des chaussures. Ça va être compliqué de leur expliquer ce qu'est un golden ticket. Donc il va falloir s'adapter lorsqu'on restitue aux interlocuteurs de différents niveaux. Le rapport, il doit pouvoir s'adresser à un DG, tout comme à un technicien qui va implémenter les recommandations. Donc ça fait que c'est très compliqué. Et puis enfin, on a une autre complexité sur les équipes de petite taille, c'est la spécialisation. Aujourd'hui, on a besoin d'un incident handler, on a besoin d'un analyste forensique, un analyste CTI, un reverseur, etc. Et quand on est 4, c'est compliqué d'avoir cette diversité de profils. Et donc, on cherche un petit peu des hommes à tout faire, des hommes et des femmes à tout faire. On a aussi donc des expertises, hein. Est-ce que quand on est 4, on peut avoir un expert Windows, un expert Linux, un expert AS400, Salesforce, etc. Donc voilà, se pose la question, typiquement quand l'expert carving est en congé, comment on fait? Et donc on cherche un petit peu l'analyste à 5 pattes. De facto, on va être obligé de recruter des juniors et de les former, a priori. Dans les difficultés pour être fast and cheap, alors c'est un peu moi ce que j'appelle le paradoxe de la réponse à incident. Globalement, nous, on considère que notre rôle premier, hein, c'est de répondre à 2 questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on doit faire? Si on répond à ces 2 questions, on a réussi notre mission et globalement, c'est mission accomplie et on va pouvoir amener l'entreprise à se sortir de cette crise. Maintenant, ça va être compliqué de sensibiliser les entreprises à ces enjeux-là. Typiquement, on s'entend dire, «Bah oui, mais acheter un ordinateur neuf, finalement, ça coûte moins cher que 3 jours de forensic, donc est-ce que j'ai pas tout intérêt à juste racheter des ordinateurs tout neufs et puis tant pis pour l'incident? Tant pis si on ne sait pas ce qui s'est passé». Voilà, ça, c'est des choses, qu'on a entendues. Et puis, évidemment, voilà, chaque minute d'interruption de la prod, va coûter de l'argent à l'entreprise et en temps de crise, c'est toujours difficile de sensibiliser aux enjeux, aux impacts que ça peut avoir et de leur faire comprendre que si l'attaquant est rentré une fois,
si on ne sait pas comment il est rentré, il risque de pouvoir rentrer une deuxième fois. Toutes les victimes n'ont pas le même niveau de maturité à ce sujet-là. Donc pour ça, si on veut trouver l'aiguille dans la botte de foin, ça prend du temps, et si on veut aller trop vite, on va pas garantir la qualité de la prestation. Donc c'est ce qu'on appelle aussi l'effet whack-a-mole, hein, c'est l'effet production first. Donc on veut relancer à tout prix la production. C'est pas toujours la meilleure des stratégies. Mais voilà, donc on est aussi contraint, on n'a pas le temps d'investiguer autant qu'on aimerait sur les systèmes compromis. On n'est pas en R&D, on n'est pas ou l'ANSSI qui travaille sur des gros dispositifs comme ça. Nous, on se place plutôt en boîte de rémédiation, et donc l'objectif, c'est vraiment de réduire l'interruption de l'entreprise. Donc voilà, des petits cas d'usage, ça nous arrive, hein, la victime nous dit: «Bah oui, mais moi j'ai des backups de la semaine dernière, je les repousse en prod et c'est parti». Oui, mais en fait l'attaquant il est là depuis 3 semaines, donc les backups que vous repoussez, ils sont déjà compromis. Des entreprises qui nous disent: «Non mais nous on veut pas couper internet». Ah OK, mais quels sont les impacts de ne pas couper internet alors qu'on a une menace qui se propage? Et puis voilà, les entreprises qui nous disent: «C'est bon, on a compris, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on sait que ça vient de tel serveur». Ah OK, mais qu'est-ce qui se passe pour le reste du SI? Est-ce qu'on est sûr qu'il est sain? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des mécanismes de persistance en place? Est-ce qu'on est sûr que l'attaquant n'est pas passé dessus, et cetera? Donc voilà, le dilemme, hein, c'est de devoir aller vite, mais de rester précis. Et donc évidemment, le rapport d'incident, il doit être livré pour hier, et il doit être synthétique, complet, il doit relater des faits, pas des hypothèses. Et donc pour ça, pour pouvoir garantir en gros d'aller vite, mais de ne pas lésiner sur la qualité, on va avoir besoin de faciliter, d'automatiser l'analyse. Donc typiquement, ça va passer par des moteurs de détection comme Yara, Sigma, qui vont nous faire gagner du temps sur la découverte du premier hit, ce genre de choses. Et puis donc pour les difficultés sur la partie cheap and good, donc sur globalement, si on veut être cheap and good, forcément on ne va pas être fast. Donc là, les problématiques qu'on a, c'est notamment autour du travail collaboratif. Comment on fait pour communiquer les bonnes informations efficacement, comment on fait pour partager les indicateurs de compromission rapidement et avoir à un instant T une vue d'ensemble, une timeline de la compréhension de l'incident. Donc ça arrive parfois que sur certains cases, on soit jusqu'à 10 analystes sur un même sujet. Et à ce moment-là, se pose la question, voilà, comment on garantit la qualité du travail si j'ai analyste 1 sur la machine A et analyste 2 sur la machine B? Comment je fais pour être sûr déjà que l'analyse soit à peu près similaire sur les deux machines, et que dans la rédaction du livrable, dans la restitution, on ait aussi un même niveau de dialogue. Et puis donc voilà, comment on s'assure que tout le monde est au même niveau d'information, et que si l'analyste A rajoute un IOC, que les autres analystes aient tout de suite ce nouveau pivot pour pouvoir améliorer la qualité de l'analyse. Donc là-dessus, il n'y a pas de magie, hein, c'est pas mal de R&D, de la documentation, de la formation en interne. Et puis on a la problématique des outils. Donc aujourd'hui, on utilise sur des missions plus de 30 outils, des outils open source, des outils propriétaires, des outils développés en interne. Et aujourd'hui, les solutions open source, elles répondent pas forcément à nos besoins. On a on en a parlé au tout début, mais une diversité, une complexité technique des différents supports. Alors si on a un outil qui ne collecte que les logs, c'est bien, mais par exemple les EVTX sur Windows. Mais en fait, en mission, déjà, on a rarement les EVTX parce qu'ils sont souvent soit supprimés par l'attaquant, soit pas logués par l'entité. Et donc, on a tout un tas de sources de logs différentes, donc il va nous falloir des outils pour chacun d'entre eux. On va avoir besoin d'outils donc sur la collecte, mais aussi sur l'analyse, ensuite donc sur le travail collaboratif, sur le partage d'informations, et enfin sur la partie restitution. Donc on a besoin de beaucoup d'outils. Et donc on arrive sur le petit XKCD que vous connaissez certainement, hein, mais quand on a trop d'outils, on perd du temps, et donc on va avoir un besoin de rationaliser ces outils. En plus, ça va permettre aussi de réduire les coûts de licence et de trouver des process qui font qu'on est sur quelque chose d'assez fluide.
Donc voilà, on vient de voir les grandes problématiques là, du passage à l'échelle et c'est là que Defense intervient. Donc je vais laisser la parole, la suite à François. Merci beaucoup Tristan. Alors je rebondis rapidement sur comment est-ce que Defense Allemande on arrive finalement à se compléter. C'est aussi, par notre capacité à faire de la R&D. C'est un des sujets, des points clés, c'est comment est-ce qu'on peut finalement répondre à ces problématiques, mais pas dans un temps ou dans un contexte, contraint. Pour avoir eu l'occasion de travailler une dizaine d'années à l'ANSSI, à la DGA, mais aussi chez Mendiant, c'est pas quand on est, dans le feu que l'on peut, commencer à affûter ou à travailler sur ces outils. C'est vraiment de ce constat que l'on a fondé, Defense, c'est pour prendre, ces problématiques, les prendre de manière, posée et avec, cette expérience, on a construit, une solution qui vise à répondre à au moins une partie de ces problèmes, hein. La solution, parfaite n'existe pas, mais en tout cas, on a une solution qui, se veut plus adaptée. Donc aujourd'hui, sur ces axes-là et avec ce partenariat avec Allemande, on est content puisqu'il y a une vraie complémentarité à tel point qu'on utilise presque la même couleur verte. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, on a surtout, avec, les équipes de Tristan, finalement, un partenaire, particulier avec qui on partage finalement la même vision. On partage, cette notion, hein, on en a discuté plusieurs fois avec Tristan, où, finalement ce diagramme de Verne, bah, nous aussi on le retrouve dans notre façon de concevoir, nos solutions, dans nos approches et aujourd'hui chaque cercle correspond, chez nous à un axe, du framework PPT, qui est connu, c'est People Process Technology et dans ce framework finalement toutes les problématiques d'être, rapide et pas cher, d'être rapide et bon ou, bon et pas cher, bah, finalement, c'est juste des axes sur lesquels on peut travailler de manière indépendante pour améliorer l'ensemble. Donc tout l'enjeu est d'aligner ces différentes dimensions pour, rendre le cercle plus efficace, les équipes plus efficaces et leur permettre de passer à l'échelle de manière encore plus facile. Donc ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, on se retrouve sur cette vision-là. Comment est-ce qu'on apporte, des éléments de réponse, mais surtout concrètement? Bah, le premier pour nous, ça c'est vraiment la vision qu'on partage, c'est les juniors. Il faut être capable de rendre le travail d'investigateur, de réponse incident, plus accessible, aux plus jeunes. Hem, Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont, faire du mauvais travail ou quoi, c'est surtout durant leur montée en compétences, pendant leur mentorat avec des experts, être capable de travailler dans le même environnement, sur les mêmes, stacks techno, qui vont leur permettre de prendre les bonnes habitudes des experts dès le début. Et c'est pas parce qu'on va avoir un junior que le junior n'aura pas une valeur, ne sera pas productif sur les incidents. Il va pouvoir apporter des choses, il va pouvoir aider, monter en compétences, mais jusqu'à la hauteur de sa formation, à un moment donné. Donc le but, c'est vraiment par, la collaboration avec les experts, faire monter les jeunes en compétences, hem, tout en les rendant productifs dans ce process-là. Donc pour ça, il y a plusieurs approches qui permettent de collaborer, donc je ne vais pas toutes les citer, mais c'est essentiellement ce travail-là. Et ça, c'est pour les jeunes, mais il ne faut pas obliger aussi les experts qui ont cette notion ou cette expertise. Ça reste eux les sachants, ce sont eux qui sont aux commandes de l'investigation et qui doivent rester aussi aux commandes des outils. Donc les outils, doivent rester aussi transparents pour permettre aux experts de à la fois avoir un bon niveau de confiance, mais aussi confronter ou revérifier des résultats par d'autres moyens puisque c'est eux qui savent. Il y a un enjeu important et Tristan en a parlé, c'est la vitesse, c'est, l'automatisation, c'est comment est-ce que l'on peut, apporter une réponse concrète, efficace sur toute la chaîne de gestion de la menace
que ça passe par la collecte, donc être capable de collecter, de traiter différents formats de collecte. Parce que c'est pas parce qu'on a un client qui va avoir un EDR déployé qu'on va pouvoir s'en servir. Potentiellement, l'attaquant, c'est l'une des premières cibles qu'il va avoir et en fonction du contexte dans lequel on arrive, bah, on va pouvoir utiliser tel outil, mais pas tel outil, déployer tel agent et pas tel agent. Donc les analystes sont systématiquement en devoir de s'adapter, heu, au contexte dans lequel ils interviennent. Ça veut dire que la technologie, à un moment donné, elle doit faire abstraction de ça. Le but, c'est qu'elle facilite ce travail-là et une fois que ces données sont traitées, bah, le but, c'est aussi de systématiser le travail pour tout le monde. Donc, Tristan parlait justement de ce first hit, être capable de retrouver ses premiers indicateurs, mais aussi de rebondir au suivant et ça, c'est important et mais l'important aussi, c'est de pouvoir systématiser ce travail-là pour que, s'il y a du handover, donc de la passation de travail entre 2 analystes ou, un nouvel analyste qui arrive, bah, il puisse, réaliser aussi les mêmes actions que ses collègues, qu'il ait, 1 an d'expérience ou 10 ans. Le but est de vraiment capitaliser et mutualiser les efforts. Donc ça, c'est un des atouts de l'automatisation et très souvent on utilise, la quand on fait de l'investigation numérique, du forensic, on utilise, l'image de rechercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vrai. Hem, Sauf que par l'automatisation, bah, on utilise, un, magnet scrap là, ou un aimant de levage au-dessus de la botte de foin et on va récupérer tout ce qui est métallique. C'est un peu l'image que l'on a de l'automatisation. Elle est là pour aider, pour assister, pour aller plus vite. Ensuite, bah, l'analyste, il va regarder, qu'est-ce qui, s'est pris sur cet aimant et il va retrouver son aiguille. Donc c'est cette image-là de l'automatisation que l'on peut avoir. L'autre point et c'est, probablement l'un des points les plus importants, c'est le process. Comment est-ce qu'on crée un processus commun qui va permettre de faire, travailler ensemble des juniors, des confirmés, des experts, sur des incidents plus ou moins gros? Hem, Comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser toutes les informations, suivre aussi l'évolution de qui fait quoi à un instant donné? Alors pas forcément, au jour le jour, mais d'heure en heure ou de minute en minute. Le but, c'est que ce travail-là, ce partage des tâches soit efficace. Comme le disait Tristan, heu, il est, on trouve souvent des affinités, des spécialisations chez les analystes, des personnes qui vont préférer faire de la rétroconception, qui vont s'intéresser plutôt à l'analyse de code, d'autres qui vont être plutôt sur des aspects réseau, de la threat intel. Bah, tout l'intérêt, c'est d'avoir une plateforme qui permette de faire contribuer ces personnes-là avec leurs affinités pour apporter un ensemble cohérent et complet. Et il y a un des enjeux extrêmement importants qui est aujourd'hui la consolidation des informations, hein. Je vais pas, enfin, le client n'est pas censé payer un rapport sous forme de post-it. Je grossis le trait, mais l'objectif est que toutes les informations soient consolidées au même endroit et que tous les analystes puissent avoir accès au même niveau d'information. Donc ça passe par la création de timelines ensemble qui sont mises, en en temps réel et accessible par tous les analystes. Et enfin, il y a la partie, on va dire, tout le monde le sait, mais on ne peut pas faire autrement, c'est la rédaction de rapport. C'est à un moment donné, le rapport est la conclusion et contient toutes les informations nécessaires pour le client, pour comprendre ce qui s'est passé, pour avoir des actions, des informations actionnables sur comment est-ce qu'il va pouvoir remédier et le rapport est indispensable. Aujourd'hui, on voit des très gros MSSP qui passent, qui facturent jusqu'à 30 de leur temps de réponse incident juste pour, la rédaction de rapports. Et ça, c'est, on va dire, déjà une bonne moyenne. Il y a des cas où, des prestataires peuvent aller jusqu'à 50-70 du temps juste à la rédaction de rapports. Ça, c'est aujourd'hui un temps que, pour avoir fait beaucoup de rapports, on a envie de gommer, j'ai envie de gommer. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait, par contre, ça voudra dire qu'on peut tout de suite passer à la phase de review. On peut passer tout de suite à la phase de relecture, de d'affiner le rapport. On n'a plus cette phase de rédactionnelle. Et donc, on a beaucoup travaillé, notamment sur 2023 pour mesurer. Parce que c'est pas tout de dire: «Bah oui, l'automatisation vous fait gagner du temps». C'est très souvent la question qu'on nous pose, c'est: «Bah oui, mais combien de temps?» Ou alors: «Oui, mais ça fait, gagner, combien de temps dans l'investigation?»
et on a travaillé sur tout 2023 avec plus d'une dizaine d'équipes de réponse incidents sur, la mise en place de métriques, heu et aujourd'hui, ces métriques nous permettent d'avoir d'excellents, chiffres. Donc je ne vais pas tous les citer, mais c'est sur des données, voilà, qu'on a produites sur tout 2023. On a produit à peu près 1 an de données, en tout cas d'utilisation de la plateforme, qu'on a pu monitorer avec la télémétrie et qui nous a permis d'avoir, des indicateurs extrêmement importants pour nous. Ça avec l'un d'eux qu'on n'avait pas forcément pris en compte au tout début, mais c'est la satisfaction, de l'analyste. C'est important aussi d'avoir des analystes qui sont contents d'utiliser ou qui ont envie d'utiliser des outils et pas, qui vont rechigner à utiliser tel outil parce qu'il y a des bugs ou parce que c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment un la satisfaction de l'analyste est aussi un des atouts à prendre en compte. Donc voilà comment, on aborde finalement cette chaîne de traitement. Donc l'objectif est que Defense, apporte en partant de la fin, donc en partant de la restitution, un rapport qui s'appuie sur toutes les données trouvées, collectées et traitées directement dans la plateforme et qui fait aussi, qui s'appuie sur les outils, les services d'enrichissement existants jusqu'à la collecte. Donc l'objectif est de pouvoir couvrir l'ensemble de cette chaîne pour offrir une solution qui soit tout en un pour les analystes, mais qui favorise aussi cette capacité à rationaliser les efforts, à mutualiser, mais surtout simplifier le travail pour onboarder des juniors. Sur cette, conclusion, je vais laisser, Tristan reprendre la main et je vous remercie pour votre attention. Yes, merci François. Donc effectivement, hein, donc on vient de voir un petit peu de passer en revue ce que Defense peut apporter pour faciliter ce passage à l'échelle. Et donc voilà, la question qui se pose, c'est comment on peut continuer de garantir la satisfaction de nos clients lors de ce passage à l'échelle, puisqu'on a des bons résultats qu'on ne veut pas voir descendre. Donc voilà, on a vu, hein, la technologie au profit de la vitesse, le fait de pouvoir optimiser les juniors pour avoir une équipe plus forte malgré l'absence ou le manque de seniors, et puis le fait de pouvoir avoir des processus communs. Donc si on reprend rapidement, hein, les différents besoins, donc si on veut faire du travail de qualité, former les juniors, donc ça va passer via des didacticiels dans la plateforme. Spécialiser les seniors, ça va se faire en leur dégageant du temps, en leur laissant du temps pour aussi se spécialiser, se former. Et puis donc faciliter l'investigation. Donc ça va aussi passer par exemple par les moteurs Yara, Sigma, ce genre de choses. Si on veut faire donc du fast, pareil, hein, accélérer la découverte du premier hit, qui est extrêmement importante, puisque parfois c'est là où on prend nous énormément de temps avant de pouvoir dérouler la pelote. Et puis donc automatiser l'enrichissement, donc le fait de pouvoir se plugger à différentes intercos avec des API, notamment les virus total et j'en passe. Et donc faciliter le partage d'informations et la communication. Donc comme on l'a dit, hein, quand on est à plusieurs analyses sur un même case, il ne faut pas que l'information se perde en route. Il faut qu'on ait tous une même vision d'ensemble de l'incident à un instant T. Et donc ça, évidemment, quand on est sur un petit OneNote partagé ou ce genre d'outils, c'est vrai qu'il peut y avoir des loupés. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui centralise un petit peu tout ça et qui permet de voir les mises à jour rapidement. Et enfin, donc sur le côté cheap, donc pour pouvoir rester compétitif dans nos interventions, il va falloir donc qu'on élabore des process communs. Donc on parlait du workflow un petit peu, et voilà, qu'on ait tous la même façon de travailler, que ça soit assez fluide. Et puis ça va passer aussi donc par l'accélération de la rédaction, donc via des templates, via la génération de timeline de manière automatique, donc à éviter les copier-coller, à éviter un certain nombre de rédactions. Et d'avoir donc cette plateforme all-in-one qui va nous permettre de rationaliser les outils, rationaliser les coûts et d'anticiper les évolutions à venir, hein. On en a assez peu parlé, mais par exemple tout ce qui va être IA générative qui nous permet de résumer du texte ou de développer certains aspects, donc toujours avec des vérifications d'humains derrière, mais voilà, ça nous permet de dégager du temps pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important, qui est l'investigation et la compréhension de l'incident pour
aiguiller au mieux les actions de rémédiation côté victime. Voilà, donc on vient de voir ce que Defense peut nous apporter, que Defense peut nous apporter pas mal de choses dans cette direction. Alors c'est pas la seule solution, hein. On voit qu'il faut aussi former à côté, faire tout un tas de choses, mais globalement on a couvert un petit peu les différents besoins du CERT et Watch d'Allemande là-dessus, et on voit comment Defense peut nous aider et nous aide aujourd'hui dans ces problématiques. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on est ravis de pouvoir entendre aussi quels sont vous les obstacles auxquels vous êtes confrontés dans votre croissance, et quelles sont les solutions que vous avez mis en œuvre justement pour faire grossir ces équipes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et merci pour votre écoute. Merci beaucoup Tristan, c'est un plaisir. Alors effectivement, je vois qu'il y a des questions au niveau du slide dédié. Donc on va pouvoir les répondre en direct. Je mets la première. Alors depuis quand utilisez-vous Defense et comment vous comparez les deux situations avant-après? Alors de Defense, ça va faire 1 an et demi qu'on travaille ensemble, en tout cas un peu plus d'1 an. Alors au début, on était sur une phase de transition sur laquelle on continuait de faire, de travailler avec nos méthodes anciennes, et en parallèle, on essayait de comparer le temps qu'on mettait pour découvrir les premiers hits, et puis la qualité de l'investigation aussi. Est-ce qu'un analyste arrive à trouver autant de choses sur la plateforme versus ce qu'on faisait à côté? Donc il y a plusieurs points de comparaison. Donc il y a le temps de détection, la qualité de l'analyse et la profondeur de l'investigation, le temps de rédaction. Donc François a montré un peu les slides des KPI. Alors nous, c'est pas forcément ces chiffres-là qu'on avait globalement chez nous, parce qu'on est quand même un CERT qui est quand même assez structuré depuis quelques années. Mais globalement, on compare différents KPI, et ça nous permet d'évaluer la pertinence de la solution. Donc voilà, le temps qu'on passe aussi à switcher d'interface entre les interfaces, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer. Le temps de rédaction sur la génération de la timeline, sur la rédaction du rapport, etc. Le partage d'informations, et puis François en a parlé, mais la satisfaction de l'analyste aussi, qui peut être évaluée. Je ne sais pas si ça répond à la question, Guillaume. J'aimerais ajouter à ça, Tristan, parce que en fait, c'est aussi une situation qui évolue, hein. Comme le disait Tristan, on travaille ensemble depuis maintenant 1 an et demi, et beaucoup des retours que nous fait Tristan et ses équipes, finalement, contribuent à améliorer la plateforme. On travaille justement, donc finalement, cette situation d'avant-après, ce après, il est toujours un peu mouvant, et il continue de s'améliorer, ou en tout cas, j'ose croire qu'il s'améliore. En tout cas, nous, on sait qu'on s'améliore à chaque fois, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'être dans cette continuité, dans cette amélioration continue pour répondre à l'opérationnel. Merci. On va passer à une autre question. Celle-ci. Alors Tristan, lors de la présentation, il a dit que vous faites de la réaction, mais est-ce que vous faites aussi des services proactifs? Alors oui, effectivement, pendant les ruptures de charge, donc j'expliquais que l'activité était en dents de scie, donc pendant ce qu'on appelle les ruptures de charge, donc les moments un peu creux où on n'a pas de crise à gérer, on fait du proactif, on fait beaucoup d'analyses aux in, donc on surveille les réseaux Deep Web, Dark Web, Clear Web, on essaye d'anticiper le plus possible. On fait du renseignement sur la menace, des portraits robots sur les cybercriminels, on analyse les modes opératoires, et surtout on fait aussi donc de la détection, de la surveillance et de la détection en amont avant l'incident. Donc en externe, hein, sur les informations publiques, semi-publiques. On travaille aussi sur la stylographie, la dactylométrie de faux profils sur les forums un peu underground sur invitation, pour pouvoir justement voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, et détecter des insiders, des gens qui vendraient des accès, au contraire des gens qui seraient intéressés pour acheter des accès, ce genre de choses.
voilà, on n'attend pas que le téléphone sonne pour faire des choses. Merci Tristan. Alors, une autre question. Ah, voici. Étant junior, j'aimerais savoir si vous connaissez des sites afin de se former aux réponses à incidents. Alors oui, il y a l'avantage d'Internet, je pense que moi je suis aussi un produit issu de l'école d'Internet, mais là, on a l'avantage de pouvoir tout apprendre et presque gratuitement sur Internet. Il y a énormément de plateformes d'apprentissage. Je pense à des plateformes de challenge comme RootMe, Newbie Contest, TryHackMe, Let's Defend, il y a Blue Team Village, Sockvel, etc., qui sont des plateformes Blue Team ou Purple Team, qui peuvent nous permettre de monter progressivement en compétences sur certains sujets. Donc oui, après, il suffit de m'envoyer un petit mail, je peux envoyer, j'ai une liste déjà consolidée que je donne à mes étudiants. Donc ça, je peux vous transmettre la liste sans problème. Merci Tristan. Et enfin, une dernière question. Voici. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça fait peut-être beaucoup, mais aujourd'hui, moi, je vois vraiment, les EDR comme une extension, heu, pas indispensable, mais en tout cas, presque nécessaire pour pouvoir, passer à l'échelle sur, sur des incidents d'envergure. Hem, Avoir cette capacité de justement de pouvoir déporter, une capacité de collecte, une capacité de recherche, une capacité de réponse, c'est extrêmement important quand on va vouloir adresser, des milliers, ou des dizaines de milliers de machines qui peuvent être impactées. Et ça vient fondamentalement bouleverser un concept qui aujourd'hui est que l'in ju on va dire à mon époque, l'investigation était vraiment un process long, et qui prenait énormément de temps. Les attaquants ne prennent pas autant de temps que nous et ils ont un impact qui peut être assez large. Donc dans l'approche et c'est vraiment aussi ce que j'ai vu, et ce que j'ai pu appréhender chez Mandiant, c'est que finalement, on va préférer avoir une visibilité maximale sur l'ensemble du périmètre pour garantir que l'attaquant, puisqu'on a des indicateurs sur lui, on comprend, on sait comment il fonctionne, on va pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble du périmètre, pour garantir que, OK, l'attaquant a été entièrement, endigué ou, éradiqué du réseau. Cette information-là est beaucoup plus importante que, dire qu'on a passer, une dizaine de machines au peigne fin et qu'on n'a rien de trouvé d'autre. Pour moi, c'est l'EDR sort un peu du lot par cette capacité. Merci François. Alors, on a d'autres questions. On a celle-ci. Alors, merci Elliot pour cette question. Est-ce que les problématiques de passage à l'échelle sont abordées dans le référentiel PRIS? Est-ce que le projet de qualification nous aide dans ce sens? Alors, oui et non, c'est-à-dire pas directement. Par contre, dans le référentiel PRIS, il y a une notion de large périmètre, donc ce qu'on appelle ILP. Donc on a deux types de missions, les investigations périmètre restreint et les investigations large périmètre. Et effectivement, dans les investigations large périmètre, on doit montrer qu'on a des personnes, par exemple, dédiées au pilotage de la mission, des personnes dédiées à l'analyse. Donc, on doit avoir plusieurs profils. Donc, on est déjà sur ce sujet-là au niveau de l'équipe. Et après, en termes d'outils, on doit avoir tous les outils qu'on utilise doivent avoir passé la validation, entre guillemets, en tout cas la procédure d'autorisation pour pouvoir être utilisé. Et donc, le fait de rationaliser les outils va aussi nous faire gagner du temps dans tous ces process-là. Donc, effectivement, oui, c'est quelque chose qui peut aider dans la qualification. Merci Tristan pour ta réponse. Et on a encore une question du coup dans le chat. Combien de temps estimez-vous le temps de montée en compétence sur la plateforme pour de jeunes étudiants sortis d'un bac+5 cybersécu? Alors, on a un
petit peu de recul là-dessus par rapport aux juniors de l'équipe qui utilisent la plateforme. Bon, ça va quand même dépendre des prérequis techniques parce que quand vous sortez tous d'un bac+5, vous n'avez pas tous le même niveau. Cela dit, globalement, en quelques semaines, vous pouvez être à l'aise sur la plateforme, à pouvoir naviguer dans les interfaces, à trouver les premiers hits avec être guidé par les moteurs Yara par exemple. Donc ça permet de rapidement pouvoir être entre guillemets opérationnel et pouvoir intervenir sur des missions de réponse à incident à côté des analystes un peu plus seniors. Je dirais l'histoire de quelques mois. C'est assez rapide quand même. Merci beaucoup. J'espère que ça répond bien aux questions qui ont été posées. Je pense qu'en termes de questions, on est bon. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Pour information, le replay vous sera envoyé dès demain par mail. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous le transmettre. Je vous remercie, moi également, pour votre temps d'écoute. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. Bonne merci journée. Tristan, merci Florence. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.